Bonjour à tous, bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement alors que nous plongeons dans l'histoire. Les lumières crues de l'hôpital agressaient la peau de Patricia, couverte de sueur, tandis que ses cris résonnaient dans l'aile de la maternité. Le travail avait été long, presque 18 heures exténuantes, et son corps tremblait d'épuisement. Les infirmières s'activaient autour d'elle, l'encourageant, mais elle les entendait à peine. Elle ne pouvait penser qu'à la petite vie qui s'apprêtait à entrer dans le monde. Puis, comme si le temps s'était arrêté, le cri d'un nouveau-né emplit la pièce. Patricia halta, des larmes coulant sur ses joues alors qu'une infirmière déposait le bébé dans ses bras. « C'est une fille », annonça l'infirmière avec un doux sourire. Patricia se moquait bien du sexe qu'elle avait espéré, cet enfant était parfait. Elle berça sa fille contre sa poitrine, sentant le battement rapide du cœur du bébé. « Ma douce petite fille », murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu as réussi, maman est là. » De l'autre côté de la pièce, Paul se tenait comme une statue. Il avait été distant pendant l'accouchement, faisant les 100 pas plus qu'il ne lui tenait la main, mais Patricia avait mis cela sur le compte de la nervosité. Maintenant, alors qu'elle levait les yeux pour partager ce moment avec lui, elle ne vit que du vide dans son expression. Il ne sourit pas, il ne s'approcha pas, ses yeux effleurèrent à peine le bébé. « Une fille » demanda-t-il platement, sans même essayer de cacher la déception dans sa voix. Le cœur de Patricia, encore emballé par l'adrénaline de la naissance, manqua un battement douloureux. « Oui » répondit-elle lentement, l'étudiant du regard, « elle est en bonne santé, magnifique. » Mais Paul se détourna simplement et se dirigea vers la fenêtre, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Un silence glacial s'installa dans la pièce, écrasant la joie de Patricia. Elle serra sa fille plus fort contre elle, un frisson de malaise s'insinuant dans sa poitrine. Quelque chose avait basculé, et elle pouvait déjà en sentir le poil écrasé. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait dans la chambre d'hôpital, jetant une douce lueur sur les murs bleu pâle. Patricia ouvrit lentement les yeux, son corps endolori, mais son cœur toujours enveloppé par le miracle qui reposait à côté d'elle. Les doigts minuscules de sa fille tressautaient dans son sommeil, sa respiration douce à peine audible. Patricia tourna la tête et trouva Paul assis sur la chaise visiteur, faisant défiler son téléphone, son expression illisible. « Elle a ton nez » murmura Patricia, espérant briser la glace. Paul ne leva pas les yeux. « Elle est trop petite » marmonna-t-il d'un ton sec. Patricia cligna des yeux, surprise par le commentaire. « C'est un nouveau-né, Paul, c'est normal. » Pourtant, il ne dit rien, tapotant distraitement son écran. Le silence entre s'épaissit, un silence qu'aucune berceuse ne pouvait combler. Plus tard, lorsqu'une infirmière entra pour emmener le bébé pour un examen, Patricia en profita pour saisir la main de Paul. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. « Tu es distant depuis sa naissance. » Paul hésita, posant enfin son téléphone. Il regarda Patricia, mais il n'y avait aucune chaleur dans son regard. « Ma mère ne va pas apprécier » dit-il. Patricia sentit sa poitrine se serrer. « Apprécier quoi » demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. Elle voulait un garçon. Elle dit qu'une fille n'apporte aucun héritage. Les lèvres de Patricia s'entr'ouvrirent, incrédule. « C'est ce que tu penses aussi ?» Paul ne répondit pas, mais la façon dont il évitait son regard en disait assez. L'homme qu'elle avait cru être son protecteur ressemblait maintenant à un étranger. La pièce semblait plus froide que ce que la climatisation ne le permettait, et pour la première fois depuis la naissance de sa fille, Patricia ressentit de la peur, une peur non seulement pour elle-même, mais pour la petite vie qui dépendait d'elle dans un monde qui la rejetait déjà. Patricia venait de finir d'allaiter le bébé lorsque le téléphone de Paul se mit à sonner. Il répondit immédiatement, s'approchant de la fenêtre tout en parlant à voix basse. Patricia ne pouvait pas entendre les mots, mais elle reconnut le ton tranchant de la voix de Lisa, même à travers le haut-parleur du téléphone. « Oui, c'est une fille » dit finalement Paul platement, jetant un regard presque agacé à Patricia. Il y eut une longue pause à l'autre bout, puis une explosion soudaine. « Non, elle ne sait pas encore. »« Je vais m'en occuper » dit-il avant de raccrocher en soupirant lourdement. « C'était ta mère » demanda Patricia, les sourcils froncés. Paul hocha la tête et évita son regard. « Elle est contrariée » marmonna-t-il.
Elle dit des choses que je préférerais ne pas répéter pour l'instant. L'ambiance dans la pièce changea radicalement. Patricia, berçant son bébé, se redressa. « Laisse-moi deviner, parce que j'ai donné naissance à une fille. » Paul ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. « C'est répugnant, Paul. Dans quel siècle vivons-nous » Sa voix tremblait d'incrédulité. Elle dit que les filles se marient et s'en vont. Les fils restent et portent le nom de la famille, dit-il avec un haussement d'épaules, comme s'il citait les Écritures. Et toi, qu'est-ce que tu en penses demanda-t-elle, le ton montant. Il ne répondit pas. Le silence criait plus fort que n'importe quelle dispute. Patricia baissa les yeux sur sa fille, innocente, sans défense, et quelque chose s'agita en elle. Pas de la colère, pas encore, mais du chagrin. Le genre de chagrin qui se grave profondément dans l'âme d'une mère. Ce n'était pas seulement elle qui le rejetait. C'était l'enfant dans ses bras qui n'avait même pas encore vraiment vu le monde, et déjà, elle était traitée comme si elle n'avait pas d'importance. 2 jours plus tard, Patricia sortit de l'hôpital. L'infirmière la poussa en fauteuil roulant jusqu'aux portes d'entrée de l'hôpital, son bébé emmailloté dans ses bras. Paul se tenait à côté d'eux, tenant son sac d'une main et les clés de l'autre, son expression illisible. Ils roulèrent en silence, le vrombissement du moteur étant le seul son entre eux. Lorsque la voiture tourna vers leur propriété clôturée, Patricia fronça les sourcils. Le portail était fermé, et à la place du garde habituel, Lisa et Marc se tenaient derrière, les bras croisés, l'air froid. « Pourquoi le portail est-il verrouillé » demanda Patricia, la voix méfiante. Paul ne répondit pas. Il gara simplement la voiture et sortit. Patricia regarda, confuse et anxieuse, Paul s'approcher de sa famille. La conversation fut brève et tendue. Puis il revint vers la voiture et ouvrit sa portière. « Ils ne veulent pas de toi à l'intérieur, » dit-il sans détour. Patricia cligna des yeux, stupéfaite. « Quoi » murmura-t-elle, serrant son bébé plus fort. « Paul, qu'est-ce que tu racontes » Il détourna le regard, la honte vacillant dans ses yeux. Ils sont contrariés. Ils pensent que ce n'est pas ce qu'ils espéraient. « Je viens d'accoucher » s'écria Patricia en sortant, les genoux faibles, la voix montant en désespoir. « Où suis-je censé aller » La voix de Lisa retentit de derrière le portail. « Tu aurais dû nous apporter un fils. » C'est ainsi que les familles s'agrandissent. Patricia tituba, le souffle coupé. « Je suis ta femme. »« C'est aussi ma maison » cria-t-elle, mais Marc se contenta de sourire avec mépris et de tourner le dos. Le portail resta fermé, et Paul, l'homme qui avait juré de la protéger, ne dit rien de plus. Il posa le sac à côté d'elle et s'éloigna. Patricia resta figée, son bébé gémissant doucement contre sa poitrine, alors que les portes du seul foyer qu'elle connaissait se fermaient, non seulement par l'acier, mais aussi dans les cœurs. La lourdeur dans la poitrine de Patricia s'intensifia alors qu'elle se tenait sous le soleil brûlant, à peine un jour après son accouchement, sa fille agrippée à son épaule. Elle regarda Paul se diriger vers le portail, pensant, espérant qu'il allait les raisonner, mais au lieu de cela, il rejoignit Lisa et Marc, les bras croisés, sans rien dire. Les yeux de Patricia brûlaient de confusion. « Paul, s'il te plaît. »« C'est ta fille » appela-t-elle, la voix brisée. Lisa fit un pas en avant, les yeux vifs. « Nous n'accueillons pas les filles ici, Patricia. Les fils construisent des héritages, les filles dilapident la richesse. » La bouche de Patricia s'ouvrit, son cœur battant à tout rompre. « Vous nous renvoyez à cause de son sexe. » Lisa ne sia pas, ton ventre nous a trahis. Tu as trahi cette famille. Il vaut mieux que tu trouves un autre endroit où rester jusqu'à ce que tu puisses avoir de la valeur. Ces mots tranchaient comme des lames, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le silence de Paul. Il gardait les yeux au sol, refusant de regarder Patricia. La gorge de Patricia la brûlait. Elle voulait crier, secouer Paul jusqu'à ce que l'homme qu'elle avait autrefois aimé revienne. « Paul, » murmura-t-elle, dis quelque chose. Dis n'importe quoi. Il leva enfin les yeux, mais il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement de la honte et du détachement. « Il vaut mieux que tu partes pour l'instant. »« Peut-être. On parlera plus tard, » marmonna-t-il. Patricia recula en titubant, serrant son bébé plus fort alors que les larmes coulaient sur son visage. « Tu les laisses jeter ta femme et ton enfant nouveau-né comme si nous étions des ordures ?» Marc ricana amèrement. « Les ordures ne viennent pas en robe de dentelle,
mais elles n'ont toujours pas leur place à l'intérieur. Un éclat de rire cruel suivi de la part de Lisa, comme si c'était un divertissement. Patricia jeta un dernier regard à la famille qu'elle avait autrefois essayé de satisfaire, puis s'éloigna lentement du portail. Chaque pas semblait lui faire perdre une couche de son ancienne vie, douloureusement, mais nécessairement. Sa fille s'agita et gémit dans ses bras. « Tout va bien, mon ange », murmura Patricia entre ses dents serrées. « Maman est là, même si personne d'autre ne veut de nous. Moi, je te veux. » Le ciel s'assombrit sans prévenir, comme si la nature elle-même pleurait à l'unisson avec l'âme de Patricia. Une soudaine rafale de vent agita les arbres, et des gouttes de pluie commencèrent à tomber, transformant la poussière de la route en traînée de boue brune. Patricia essaya de couvrir son bébé avec son châle d'hôpital, mais le tissu était trop fin, déjà trempé en quelques minutes. « S'il vous plaît, quelqu'un, à l'aide » cria-t-elle en titubant dans la rue, ses chaussons tenant à peine. Des voitures passaient, certaines ralentissant mais sans s'arrêter. La pluie devint un torrent, s'abattant sur elle comme un jugement. Les faibles pleurs de sa fille se transformèrent en gémissements bruyants. Elle la calma désespérément, ses doigts tremblants, le cœur battant. « Ne pleure pas, bébé. S'il te plaît, ne pleure pas, » murmura-t-elle, la voix brisée, le monde devenant flou à cause des larmes et de l'eau de pluie. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait continuer à marcher. Pour le bébé, pour elle-même. Ses forces l'abandonnèrent rapidement. Ses pieds lui faisaient mal, ses bras, affaiblis par l'accouchement, semblaient être de plomb. Elle vit un banc près d'une pharmacie fermée et trébucha vers lui, s'y affalant avec un hoquet. Elle serra sa fille contre elle, utilisant son corps pour la protéger du vent froid. Ses lèvres devinrent pâles, sa vision se brouilla. Un groupe de personnes de l'autre côté de la rue jeta un coup d'œil dans sa direction, mais personne ne s'approcha. À cet instant, Patricia se sentit invisible, rejetée comme une nouvelle d'hier. « Mon Dieu, s'il vous plaît » murmura-t-elle. « Je ne veux pas mourir ici, pas avec mon bébé dans les bras. » L'orage faisait rage plus fort à ses oreilles, mais les pleurs du bébé ne cessaient jamais, des pleurs aigus, impuissants, qui perçaient l'air froid et fissuraient même l'indifférence la plus dure. Patricia ferma les yeux, ses lèvres tremblant contre le front de sa fille. Elle ne savait pas si l'aide viendrait, mais elle s'accrochait à la seule chose qui lui restait, l'espoir. Une voix chaude perça le chaos comme un rayon de soleil transperçant les nuages d'orage. « Eh, ça va ? Madame, vous m'entendez » Patricia ouvrit les yeux et vit une femme à la peau foncée accroupie devant elle, tenant un grand parapluie au-dessus d'elle deux. Elle le tenait fermement, les protégeant du pire de l'averse. « Vous êtes trempé » dit la femme, retirant rapidement sa propre écharpe pour couvrir le bébé. « Pouvez-vous vous lever ? Êtes-vous blessé » Patricia essaya de répondre, mais seul un sanglot étranglé sortit. « Ils m'ont enfermé dehors » murmura-t-elle. « Mon bébé, elle n'a qu'1 jour. » Le visage de la femme s'adoucit immédiatement. « Mon Dieu. Venez, il faut vous mettre à l'abri de cette pluie, maintenant. » Elle aida Patricia à se lever, passant son bras autour de sa taille. « Je m'appelle Sandra, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. » Sandra la guida rapidement vers un SUV garé à proximité. Elle régla le chauffage et installa Patricia et le bébé à l'intérieur, frottant doucement les mains glacées de la jeune mère. Patricia grimaça alors qu'une douleur ondulait dans son abdomen, un rappel cruel que son corps n'avait pas encore guéri. Sandra attrapa une bouteille isotherme dans sa boîte à gants et versa du thé chaud dans le bouchon. « Buvez lentement » dit-elle en le portant aux lèvres de Patricia. Patricia hésita, puis sirota. Une douce chaleur coula dans sa gorge, se mêlant aux larmes déjà présentes sur son visage. « Pourquoi quelqu'un vous jetterait-il dehors avec un bébé » demanda doucement Sandra. Patricia eut un sourire amer. « Parce que c'est une fille. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et obsédants. Sandra baissa les yeux vers le bébé niché dans les bras de Patricia, puis la regarda à nouveau avec une expression calme et ferme. « Eh bien, vous êtes en sécurité maintenant, et personne ne jette une reine hors de son château sous ma surveillance. » L'air à l'intérieur de la maison de Sandra était chaud et réconfortant, parfumé faiblement à la lavande et à quelque chose qui mijotait dans la cuisine. Patricia s'assit prudemment sur le canapé moelleux, berçant toujours son bébé tout en balayant du regard la pièce inconnue. C'était modeste, mais rempli de petites touches d'attention, des photographies encadrées, une bibliothèque au dos usé et des coussins colorés. Sandra revint avec un bol de bouillon fumant et une serviette propre. « Vous devez manger quelque chose. »
Ensuite, vous vous reposerez, dit-elle en posant doucement le plateau devant elle. Merci, murmura Patricia, la voix rauque. Elle baissa les yeux sur sa fille, puis les releva vers Sandra. Je ne sais même pas comment l'appeler. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui donner un nom. Sandra sourit doucement. Eh bien, elle a l'air d'une battante. Peut-être quelque chose de fort, comme Zara. Patricia répéta le nom à voix basse, et une larme glissa sur sa joue. Zara. J'aime bien. Alors que Patricia ajustait la couverture enroulée autour de la petite Zara, Sandra remarqua quelque chose niché dans ses plis. Un bracelet délicat, en vieil or, et gravé d'un étrange blason. Elle se pencha plus près. Ceci. Ce n'est pas un design ordinaire, murmura-t-elle. Patricia leva les yeux, confuse. Que voulez-vous dire? Sandra souleva délicatement le bracelet. Voyez-vous ce symbole? C'est un blason familial. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans un magasin ordinaire. Où avez-vous eu ça? Patricia fronça les sourcils. Il était avec la couverture dans laquelle j'ai été adoptée. Ma mère adoptive m'a dit que c'était tout ce qu'on m'avait laissé. Les yeux de Sandra se plissèrent légèrement. Vous avez été adoptée? Patricia hocha la tête. Je n'ai jamais connu ma famille biologique. Les gens qui m'ont élevée. Ils étaient gentils, mais ils ne parlaient jamais beaucoup du passé. Sandra se renversa, les sourcils froncés par la réflexion. Ce blason, je l'ai déjà vu. Il est lié à une ancienne et riche lignée. Les De Witt. Patricia gloussa faiblement. On dirait la royauté. Sandra ne rit pas parce que c'en est. Plus tard dans la soirée, alors que la petite Zara dormait dans le berceau improvisé que Sandra avait arrangé avec un panier et des couvertures douces, Patricia était assise, recroquevillée sur le canapé, sirotant un thé. Sandra, curieuse et inquiète, la rejoignit. Cela vous dérange si je vous demande comment s'est passée votre enfance? Patricia prit une profonde inspiration. On m'a trouvé sur les marches d'une église alors que je n'avais que quelques semaines. Ils ont dit que j'étais enveloppée dans une couverture de velours avec ce bracelet à l'intérieur. Pas de nom, pas de mots, rien. Elle regardait droit devant elle, la voix lointaine. J'ai été placée en famille d'accueil, j'ai changé plusieurs fois de foyer avant d'atterrir chez les Adeyemi. C'étaient des gens calmes, conservateurs. Ils subvenaient à mes besoins, oui, mais ils ne m'ont jamais aimé comme leur propre enfant. Je me suis toujours senti déplacée. Sandra lui prit doucement la main. Je suis désolée que vous ayez dû grandir en vous sentant ainsi. Patricia eut un triste sourire. Je pense que c'est pour ça que je me suis accrochée si forte à Paul quand nous nous sommes rencontrés. Il m'a donné l'impression d'être choisi, d'appartenir enfin à quelque part. Son expression s'assombrit. Mais l'amour ne devrait pas être assorti de conditions, et le mien l'était clairement. Sandra resta silencieuse un moment, puis dit, avez-vous toujours cette couverture? Patricia hocha la tête. Elle est dans le sac de bébé. Pourquoi? Sandra se leva, se dirigeant déjà vers le sac. Parce que si ce bracelet signifie ce que je pense, alors la couverture pourrait le confirmer. La broderie, le tissu. Il y a des marqueurs spécifiques que les De Witt utilisaient. Je connais quelqu'un qui a étudié leur histoire familiale. Si vous me le permettez, j'aimerais enquêter. Patricia la dévisagea, ne sachant si elle devait rire ou pleurer. Vous pensez que j'ai un lien avec une dynastie perdue? Sandra revint, la couverture à la main. Des choses plus étranges sont arrivées, ma chère. Et après ce que vous avez vécu, ne serait-ce pas quelque chose? Si votre douleur était le début de votre destinée. Le lendemain matin, Sandra était déjà au téléphone, parlant avec un contact qu'elle n'avait pas vu depuis des années, le professeur AGI, un expert des lignées aristocratiques d'Afrique de l'Ouest. Elle prit une photo du bracelet et des coutures de la couverture, les envoyant avec urgence. Patricia écoutait depuis la cuisine, berçant nerveusement Zara tout en essayant de gérer son espoir grandissant. Il vérifie maintenant, annonça Sandra quelques minutes plus tard. Il se souvient de quelque chose à propos d'une héritière disparue et de ce motif exact. Donnez-lui un peu de temps. Patricia s'assit lentement, se sentant à la fois anxieuse et sceptique. Tout cela semble irréel. Je suis juste une fille qui a été jetée dehors pour avoir donné naissance à une autre fille. Sandra secoua la tête. Non, vous êtes une femme qui a survécu à la trahison, à la douleur et à la forme de rejet la plus froide.
Cela ne vous rend pas petite. Cela vous rend imparable. Ce soir-là, le téléphone de Sandra sonna. Elle mit le haut-parleur, et la voix grave du professeur Agei retentit. Je crois que vous avez quelque chose d'extraordinaire. Ce blason, il appartient à la famille de Witt, une dynastie qui remonte à des générations. Il y a 28 ans, leur petite fille a été enlevée du domaine familial. L'affaire a fait grand bruit et n'a jamais été résolue. Le souffle de Patricia se coupa. Vous voulez dire que... Ça pourrait être moi. Le professeur continua. Si le bracelet et la couverture correspondent aux archives, c'est une forte possibilité. Mais le seul moyen d'en être sûr, c'est l'ADN. Le silence emplit la pièce. Patricia baissa les yeux sur Zara, puis les releva vers Sandra, les yeux écarquillés d'incrédulité. Et si c'est vrai, murmura-t-elle. Sandra s'approcha, sa main reposant doucement sur l'épaule de Patricia. Alors tout ce qu'ils t'ont fait était une erreur dont ils ne se remettront jamais. L'air du matin semblait inhabituellement lourd alors que Patricia regardait Sandra préparer le kit ADN qui était arrivé par coursier. Tout cela semblait surréaliste, sa fille dormant paisiblement tandis qu'un simple coton-tige portait le poids de toute une identité. C'est un processus simple, expliqua doucement Sandra. Nous allons prélever un échantillon de votre joue, puis l'envoyer directement au laboratoire que le professeur Agei nous a indiqué. Il dit que c'est une procédure accélérée. Patricia hocha la tête, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tenait le kit. Et si ce n'est pas moi, demanda-t-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Sandra lui lança un regard d'une force tranquille. Alors nous irons de l'avant, en sachant exactement qui vous êtes. Parce que cette petite fille prouve déjà que vous êtes plus que suffisante. Patricia hésita, puis prit lentement l'écouvillon et suivit les instructions, scellant le kit d'une main tremblante. Ce soir-là, longtemps après que le coursier eut emporté l'échantillon, Patricia était assise près de la fenêtre avec Zara dans ses bras. La poitrine du bébé se soulevait et s'abaissait en rythme, ignorant béatement la tempête qui tourbillonnait dans le cœur de sa mère. « Tu ne penses pas que c'est fou ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à Sandra, qui lisait sur le canapé. « Que quelqu'un comme moi puisse être lié à une famille comme celle-là. » Sandra leva les yeux, pensive. « Je pense que cela expliquerait beaucoup de choses, dit-elle. Pourquoi tu as toujours été traité comme si tu n'étais pas à ta place? Parce que tu étais destiné à quelque chose de plus grand. » Patricia baissa les yeux sur sa fille, caressant sa joue douce. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout cela a-t-il dû arriver après que j'ai tout perdu? » Sandra s'agenouilla à côté d'elle. « Peut-être que ce n'est pas la fin, Patricia. Peut-être que c'est le début de quelque chose auquel tu as toujours été destiné. Tu devais juste te libérer des gens qui ne pouvaient pas voir ta valeur. » Pour la première fois depuis des jours, Patricia s'autorisa à croire, juste un peu, que quelque chose de meilleur pouvait arriver. À l'insu de Patricia, des rumeurs sur l'endroit où elle se trouvait avaient commencé à circuler. Une infirmière de l'hôpital, l'ayant vu partir avec le bébé en l'absence de Paul, en avait parlé à une amie de la famille qui l'avait mentionné à quelqu'un de proche de Lisa. Et maintenant, dans le salon de la famille de Paul, Lisa faisait les 100 pas avec colère tandis que Marc se prélassait avec un verre. « Elle n'est pas morte », lança Lisa. « Elle se cache quelque part comme un animal blessé, attendant probablement qu'on la prenne en pitié. » Paul était assis tranquillement, le visage tendu par un mélange de culpabilité et de peur. « Elle avait l'air mal quand je l'ai vue la dernière fois, marmonna-t-il. Lisa lui lança un regard furieux. « Alors tu aurais dû t'assurer qu'elle reste partie. Tu ne sais pas quels dégâts elle peut causer au nom de cette famille. » Marc ricana, sirotant son verre. « Ou peut-être qu'elle prévoit de revenir et de semer le désordre. » Le téléphone de Paul vibra, et il vérifia le message. Ses sourcils se froncèrent. Un ancien collègue a dit qu'il l'avait vu près d'une pharmacie près de la 4e avenue, complètement trempé et portant le bébé. Les lèvres de Lisa se retroussèrent de dégoût. Elle parade déjà avec cette fille. Elle n'a aucune honte. L'expression de Paul vacilla d'hésitation. Elle n'avait pas l'air bien. Et s'il lui était arrivé quelque chose? On ne peut pas savoir, l'interrompit Lisa. Tu penses avec tes émotions. Moi, je pense avec stratégie. Si elle apparaît en public et raconte son histoire larmoyante, nous passerons pour des monstres. Nous devons anticiper. Marc se pencha en avant. Ou alors, on s'assure qu'elle reste cachée. Payer quelqu'un pour lui faire peur, peut-être.
Ou lui offrir de l'argent pour qu'elle se taise avant qu'elle ne commence à parler. Paul s'agita mal à l'aise sur son siège, sa conscience luttant contre sa lâcheté. Elle vient d'accoucher, maman. Peut-être qu'on devrait la laisser se reposer. Lisa plissa les yeux. Si elle ouvre la bouche, c'est nous qui ne nous reposerons plus jamais. Dehors, le monde continuait de tourner, ignorant que le nom de Patricia était de retour dans leur bouche. Mais cette fois, ce n'était pas à elle de le défendre. C'était à elle de le reconquérir. 3 jours plus tard, l'enveloppe arriva, simple, de couleur crème, et d'apparence innocente, mais portant le poids d'une vie entière. Patricia la dévisagea sur la table basse, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Sandra entra et la vit figée là. « C'est ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Patricia hocha la tête, trop effrayée pour parler. « Tu veux que je l'ouvre ?» proposa doucement Sandra. Patricia hésita, puis secoua la tête. « Non, je dois le lire moi-même. » Ses mains tremblaient alors qu'elle la prenait et dépliait le document. Ses yeux balayèrent les résultats, le cœur bondissant tandis que les mots s'imprimaient en elle. Correspondance ADN, 99,98% descendant direct de la lignée de Witt. Patricia halta, ses genoux fléchirent. Elle s'assit, serrant le papier contre sa poitrine alors que ses yeux s'emplissaient de larmes. « C'est moi » murmura-t-elle. « C'est moi. Je suis la fille disparue. » Sandra se précipita à ses côtés, l'enlaçant. « Tu n'as jamais été perdue. Le monde ne savait simplement pas où te chercher. » Patricia laissa la vérité l'envahir, tremblant d'incrédulité et de la gravité de ce que cela signifiait. « Je suis passée de jeter comme un déchet à un membre de la royauté, dit-elle, riant amèrement à travers ses larmes. Toute ma vie, j'ai cru que je n'étais personne. Maintenant, je découvre que je viens de gens puissants, avec un nom, une histoire. » Sandra sourit à travers ses propres larmes. « Tu ne fais pas seulement partie d'un nom, Patricia, tu es le nom. Et maintenant, les gens qui t'ont rejeté vont apprendre l'erreur qu'ils ont commise. » Patricia baissa les yeux sur sa fille, qui s'agitait dans son sommeil. « Elle ne se sentira jamais comme moi, » jura-t-elle doucement. « Jamais indésirable, jamais mal aimée, pas tant que je serai là. » Dans ce moment calme, entourée par la vérité, Patricia réalisa que son histoire ne se terminait pas. Elle ne faisait que commencer. Même après avoir reçu la confirmation ADN, Patricia n'agit pas immédiatement. Elle s'assit près de la fenêtre cette nuit-là, regardant le clair de lune baigner la petite Zara d'une chaleur argentée. Son esprit était une tempête d'émotions, justification, incrédulité et douleur. Sandra s'attendait à ce qu'elle veuille une justice immédiate, mais Patricia la surprit. « Je ne veux pas de vengeance », murmura-t-elle alors qu'elles étaient assises à la table de la cuisine. « Pas encore. » Sandra cligna des yeux, confuse. « Mais ils t'ont humiliée. Ils t'ont presque laissé mourir, Patricia. » Patricia hocha lentement la tête, les yeux lointains. « Et si je reviens en frappant maintenant, je serai perçue comme en colère, amère. Mais si j'agis avec sagesse, en silence, je m'assurerai que le monde voit ce qu'ils ont fait sans que j'aie à crier. » Elle sirota son thé, sa force se solidifiant derrière son calme. « Le pouvoir ne rugit pas toujours, Sandra. Parfois, il attend. » Sandra se renversa, la regardant avec une nouvelle admiration. « Tu n'es plus la même femme qui est arrivée à ma porte la semaine dernière, » dit-elle doucement. Patricia leva les yeux, le coin de sa bouche se soulevant. « Non, je l'ai enterré le jour où ils m'ont fermé ce portail. » Les deux restèrent silencieux un moment, puis Sandra demanda, « Alors, que fait-on maintenant ?» Patricia se leva, berçant Zara. « Maintenant, je me prépare. Si je dois entrer dans le monde en tant que de Witt, je dois apprendre ce que ce nom implique. Et je veux les rencontrer, ma vraie famille. Mais d'abord, je veux tenir sur mes propres jambes. Pas de pitié, pas de scène publique, juste moi et ma fille. » Sandra hocha la tête, émue par sa résolution. « Alors je marcherai avec toi, » dit-elle, à chaque étape du chemin. Patricia baissa les yeux sur sa fille et murmura, « Nous nous élevons en silence. Et quand ils entendront enfin nos pas, il sera déjà trop late. » Dès le matin, Sandra compilait déjà des informations, des détails sur le domaine de Witt, les membres de la famille et les circonstances entourant la disparition de Patricia. « C'est arrivé à Lagos », expliqua-t-elle, pointant un article numérique sur son ordinateur portable. « Un cambriolage.
Leur petite fille a disparu de son berceau pendant que la nounou était au téléphone. Aucune trace, pas de rançon, juste disparu. Patricia fixa le titre, essayant de connecter le nourrisson sur la photo à la femme dans son miroir. Ils ont dû penser que j'étais morte, murmura-t-elle. Sandra hocha la tête solennellement. Et ils ont cherché pendant des années. Cela a même fait la une des journaux internationaux. Ton nom devait être Adana. Adana DeWitt. Le nom résonna dans la poitrine de Patricia comme une cloche qui avait toujours existé en elle. J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose, murmura-t-elle. Peut-être que c'était elle. Moi. Sandra tendit la main sur la table, ses doigts reposant sur ceux de Patricia. Je sais que c'est bouleversant, mais si tu veux cela, ton identité, ton héritage, nous ne pouvons pas attendre. Patricia expira lentement. Et s'ils me rejettent? Et s'ils ont tourné la page, reconstruit leur vie, et ne veulent pas du scandale d'une fille qui réapparaît avec un bébé? Sandra se redressa. Alors ils ne te méritent pas. Mais tu te dois, à toi-même et à ta fille, de le découvrir. Patricia se leva, sentant un nouveau feu monter en elle. Très bien, faisons-le, mais à nos conditions. Pas de médias, pas de drame. Je veux les rencontrer en privé. S'ils m'ouvrent les bras, je déciderai quoi faire ensuite. Sandra sourit. Voilà l'esprit. Je vais recontacter le professeur AGI. Il a des contacts dans leur cercle proche. Patricia baissa les yeux sur sa fille, qui la regardait avec des yeux curieux. Pour toi, Zara, nous allons réécrire tout ce qu'ils nous ont dit que nous ne pouvions pas être. 3 jours plus tard, Sandra entra dans le salon, son téléphone à la main, les yeux écarquillés d'une excitation contenue. Ils ont répondu, dit-elle, presque à bout de souffle. Patricia leva les yeux de là où elle habillait Zara. Les DeWitt? Oui. Leur secrétaire personnel a contacté le professeur AGI. Ils veulent une rencontre privée. Sans médias, sans pression. Juste eux. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais cessé de croire qu'elle était en vie. Patricia s'assit, abasourdie. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait son bébé. Ont-ils dit autre chose? Sandra hocha la tête. Ils sont émus, mais prudents. Ils veulent te rencontrer dans leur domaine privé juste à l'extérieur de la ville. Aucune annonce avant confirmation. Patricia déglutit difficilement. Je ne suis pas sûre d'être prête. Sandra s'accroupit à côté d'elle. Tu le es. Tu as porté une douleur qui en aurait brisé d'autres. Tu es sortie du rejet en tenant un bébé. Tu es prête. Le trajet jusqu'au domaine fut silencieux. Patricia était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre les jacarandas en fleurs défiler. Son esprit était assailli par un millier de pensées. Que dirait-elle? Et s'il ne lui donnait pas non plus le sentiment d'être chez elle? Mais alors que les grilles noires s'ouvraient et que le manoir se dressait devant elle, son cœur battit plus vite, non pas de peur, mais de détermination. À l'intérieur, un homme grand et une femme élégante attendaient sur les marches. Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il serrait un mouchoir, la femme agrippait une photo. Patricia sortit lentement, Zara dans ses bras. La femme halta, s'avançant avant de couvrir sa bouche de ses mains tremblantes. Adana, murmura-t-elle. Patricia ne put répondre. Ses genoux semblaient faibles, mais elle resta ferme. L'homme tendit la main, la voix brisée. Nous pensions t'avoir perdu pour toujours. Patricia regarda Zara, puis eux. Je ne sais pas si je suis Adana, dit-elle calmement, mais je suis ici maintenant, et je suis prête à le découvrir. Pour la première fois de sa vie, elle vit des larmes de joie au lieu de honte, et cela lui donna le courage de faire un pas de plus. Le petit salon privé était calme, à l'exception du doux tic-tac d'une horloge grand-père antique. Patricia était assise sur un canapé en velours, Zara endormie dans ses bras, tandis que le couple en face d'elle, M et Madame DeWitt, la regardait comme si elle était un fantôme issu d'un rêve. Nous t'avons cherché si longtemps, dit Madame DeWitt, la voix brisée. Nous avons prié, même quand il nous disait d'abandonner. Monsieur DeWitt hocha la tête, sa voix basse et brisée. Nous n'avons jamais eu d'autres enfants, nous ne pouvions pas supporter de te remplacer. Patricia cligna rapidement des yeux, absorbant leur douleur. Je n'ai aucun souvenir. Je ne me souviens même pas de mon vrai nom. Madame DeWitt s'avança lentement, effleurant la joue de Zara. Mais je te vois. Je la vois en toi.
Tu ressembles tellement à ta grand-mère, Adana. Patricia déglutit difficilement. Puis-je continuer à m'appeler Patricia pour l'instant? C'est tout ce que j'ai connu. Sa mère hocha la tête à travers ses larmes. Bien sûr, ma chérie, tu es à nous de toute façon. Les retrouvailles furent calmes mais intenses. Ils sortirent un album de bébé, celui qu'ils avaient gardé dans un tiroir verrouillé pendant des décennies, les pages remplies d'échographies, de photos de berceaux et de bracelets d'hôpital au nom d'Adana DeWitt. Patricia toucha doucement les images, des larmes coulant silencieusement sur les pages. C'est étrange, murmura-t-elle, comment quelque chose que je n'ai jamais connu peut encore sembler avoir toujours fait partie de moi. Monsieur DeWitt prit une profonde inspiration. Nous voulons que tu restes ici. Laisse-nous te protéger maintenant. Laisse-nous rattraper les années perdues. Patricia regarda Zara, puis Sandra, qui se tenait tranquillement en arrière-plan. J'ai besoin de temps pour m'adapter, répondit-elle. Mais je ne fuirai pas. Je veux vous connaître. Correctement. Madame DeWitt se pencha en avant, lui touchant doucement le bras. C'est tout ce que nous demandons. Pas de pression. Pas de revendication. Juste une mère et un père qui n'ont jamais cessé d'aimer un enfant que nous avons suivi. Marc leva les yeux avec un sourire malicieux. Et si elle ne venait pas pour se venger, demanda-t-il. Et si elle venait pour réécrire l'histoire? Le visage de Lisa pâlit, car au fond d'elle, elle craignait que ce soit exactement ce que Patricia était en train de faire. Tout a commencé par une simple erreur, ou peut-être par une intervention du destin. Un membre du personnel de la maison DeWitt, enchanté par le rire de la petite Zara, prit une photo d'elle dans le jardin, portant un minuscule bracelet vintage au poignet. L'image était innocente, lumière douce, pétales éparpillés autour d'elle, son sourire large. Mais ce bracelet brillait trop clairement au soleil, et quelques heures après avoir été publié sur un compte privé, il fut partagé, repartagé, et finalement repris par un blog lifestyle populaire. Le post disait « Qui est le bébé mystère du domaine DeWitt ?» L'héritage familial qu'elle porte laisse entrevoir une histoire plus profonde. Patricia était en train de plier les vêtements de Zara quand Sandra fit irruption, téléphone à la main. Nous avons un problème. Ou peut-être, une opportunité. Patricia plissa les yeux devant la photo. C'est elle, c'est Zara. Sandra hocha la tête gravement. Et maintenant, le monde commence à se poser des questions. Le soir venu, les hashtags commencèrent à affluer. Bébé DeWitt, héritière cachée, qui est elle? Patricia s'assit sur le bord de son lit, faisant défiler les publications avec des doigts tremblants. La plupart étaient remplies d'admiration pour la beauté du bébé ou de curiosité pour la possible nouvelle petite-fille des DeWitt. Mais quelques utilisateurs aux yeux perçants avaient commencé à rassembler les pièces du puzzle, fouillant dans les anciennes archives DeWitt, identifiant le blason, spéculant sur la fille disparue il y a 28 ans. Ça va très vite, dit Sandra en faisant les 100 pas. Tu dois décider, veux-tu raconter ton histoire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? Patricia sentit les murs se refermer sur elle. Je ne suis pas prête à faire la une, murmura-t-elle. Je n'ai même pas dit à ma fille qui je suis. Sandra s'agenouilla à côté d'elle. Alors, raconte-la à ta façon. Pas la leur, pas celle de Lisa, la tienne. Le souffle de Patricia se bloqua. La vérité n'était plus seulement la sienne, elle appartenait à l'enfant dans ses bras. Et le monde écoutait déjà. Le patriarche DeWitt, voyant la tempête monter en ligne, convoqua une réunion de famille. Patricia, assise entre lui et sa femme, sentit ses nerfs se tendre comme une corde trop tirée. Nous ne pouvons pas laisser les ragots définir ce moment, dit fermement Monsieur DeWitt. Il est temps que nous disions au monde que tu es notre fille, notre Adana. Patricia baissa les yeux sur Zara, puis leva les yeux vers Sandra pour se rassurer. Je ne veux pas que ce soit un scandale, dit-elle calmement. Il faut que ce soit une question de vérité et de guérison. Madame DeWitt lui serra la main. Alors, écrivons-le avec ta voix. Une conférence de presse fut organisée dans la demeure ancestrale de la famille, privée, élégante, avec seulement une poignée de médias invités. Le jour J, Patricia portait une simple robe crème, ses boucles tombant naturellement sur ses épaules, la petite Zara nichée dans ses bras comme une reine née. Lorsque Patricia entra dans le salon transformé en scène, les flashs des appareils photo crépitèrent comme des étoiles. Monsieur DeWitt parla le premier, racontant brièvement les décennies de recherche de leur fille. Puis Patricia prit le micro, la voix tremblante, mais assurée. Je m'appelle Patricia.
J'ai été élevé par des parents adoptifs, mis à la porte de ma maison conjugale pour avoir donné naissance à une fille, et laissé aérer dans les rues avec rien d'autre que mon enfant. Mais j'ai trouvé une famille dans les endroits les plus improbables, et j'ai découvert que je n'avais jamais été vraiment perdu, juste égaré. Elle marqua une pause, ajustant Zara dans ses bras. Cette petite fille m'a sauvé, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer qu'elle ne se sente jamais indésirable. Les journalistes eurent les larmes aux yeux. Le monde, qui avait autrefois ignoré sa souffrance, était maintenant suspendu à ses lèvres. Et à travers la ville, Lisa agrippa son téléphone avec des mains tremblantes, le son de la voix de Patricia s'échappant des haut-parleurs, calme, posé, et totalement imparable. On frappa au portail du domaine de Witt juste après le coucher du soleil, de manière persistante, forte, et étrangement familière. Un garde alerta le personnel de la maison, et bientôt, Monsieur de Witt lui-même se tint derrière le moniteur de la caméra de sécurité, la mâchoire serrée. À l'écran se tenaient Lisa et Paul, vêtus de manteaux de marque mais paraissant étrangement diminués. Il demande Patricia, informa le garde. Sandra, ayant tout entendu, appela Patricia, qui arriva quelques instants plus tard avec Zara dans ses bras. « Ils sont là » demanda-t-elle doucement. « Oui. Veux-tu les voir ?» Patricia fixa le moniteur, les yeux impassibles. Paul avait l'air anxieux. Lisa arborait une expression conçue pour la sympathie, mais ses yeux trahissaient son malaise. « Non » dit calmement Patricia. « Ils ont pris leur décision. Je prends la mienne. » La réponse parvint à Lisa par l'interphone du portail. « Elle n'a rien à vous dire » annonça le garde. Lisa s'avança, la voix forte et théâtrale. « Nous sommes venus nous excuser. Nous ne voulions pas que les choses aillent si loin. Patricia, s'il te plaît. » Paul se tenait à côté d'elle, honteux. « Elle a raison, Pat. Nous avons eu tort. J'ai eu tort. Laisse-nous juste t'expliquer. » Mais Patricia ne dit rien. Elle se détourna, retournant dans la maison sans un regard en arrière. « Ce n'est plus la même femme que vous avez mise à la porte » murmura Sandra à côté d'elle. Il réalise trop tard que le silence est un luxe que seuls les puissants peuvent s'offrir. De retour au portail, les larmes forcées de Lisa séchèrent rapidement. « Allons-y » lança-t-elle. « Si elle pense qu'elle est au-dessus de nous maintenant, elle va apprendre. » Mais même Lisa savait qu'il y a des tempêtes auxquelles on survit et d'autres qu'on ne peut tout simplement pas fuir. Et Patricia, ne se noyant plus, était enfin celle qui tenait le parapluie. Patricia venait de finir de nourrir Zara quand l'un des gardes du domaine frappa doucement à la porte de la nurserie. « Madame, il y a un homme devant le portail. » Il dit s'appeler Paul. Patricia se raidit, passant sa main dans les cheveux de Zara. « A-t-il dit pourquoi il venait » demanda-t-elle, la voix calme. Le garde hésita. « Il dit qu'il veut seulement voir le bébé, juste un instant. » Sandra, qui se trouvait à proximité, intervint rapidement. « Tu n'es pas obligé de le voir » lui rappela-t-elle. Patricia baissa les yeux sur sa fille, si paisible, si aimée. « Je sais. Mais je vais le voir. Juste une fois. » 10 minutes plus tard, Paul fut escorté jusqu'à l'allée extérieure du jardin, où Patricia se tenait près du notet, tenant sa fille près d'elle. Les yeux de Paul s'écarquillèrent à leur vue. « Elle est magnifique » murmura-t-il. « Elle s'appelle Zara » dit froidement Patricia, ses yeux impénétrables. Paul s'avança, mais Patricia écarta instinctivement Zara de lui. « Tu n'as pas le droit de la tenir » dit-elle doucement. « Pas après ce que tu as permis. » Paul baissa le regard, la voix brisée. « J'ai été faible. Je ne savais pas quoi faire. Ma mère. » « Arrête » l'interrompit Patricia, le ton ferme. « Tu ne nous as pas protégés quand c'était important. Maintenant, tu es ici parce que le monde te regarde. » Les épaules de Paul s'affaissèrent. « J'ai fait des erreurs, mais tu me manques. Nous me manquons. » Patricia sourit tristement. « Tu ne me manques pas. Tu regrettes la femme qui t'aurait pardonné, peu importe à quel point tu l'avais blessée. » Elle le regarda dans les yeux. « Cette femme est morte devant ton portail. » La bouche de Paul s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. « Je te souhaite de guérir, Paul, » dit-elle finalement. « Mais tu ne fais plus partie de cette histoire. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, Zara blottie en sécurité dans ses bras, tandis que l'homme qui avait tout perdu se tenait seul dans un jardin qui ne fleurirait plus jamais pour lui. Il était temps.
Le public voulait en savoir plus, et Patricia avait décidé que la vérité viendrait d'elle. Sans fioriture, sans drame, juste de l'honnêteté. Elle s'assit en face d'une journaliste primée dans une pièce faiblement éclairée, Zara dormant tranquillement à proximité. Les caméras tournaient lorsque l'intervieweuse demanda doucement « Vous avez traversé tant d'épreuves, qu'est-ce qui vous a décidé à parler maintenant ?» Patricia prit une inspiration. « Parce que le silence ne protège que ceux qui vous font du mal, et je refuse de porter la honte de la cruauté de quelqu'un d'autre. » Elle détailla la nuit où elle avait été enfermée dehors, les heures passées sous la pluie, et la gentillesse d'une étrangère qui lui avait donné un endroit où se relever. La journaliste hocha la tête, visiblement émue. « Vous êtes incroyablement posée, » remarqua-t-elle. Patricia sourit faiblement. « La douleur vous apprend à respirer sous l'eau, mais la maternité m'a appris à marcher sur le feu. » L'émission fut diffusée le soir même. En quelques minutes, Internet fut inondé d'éloges, de sympathie et de choc. Les téléspectateurs étaient saisis par la vulnérabilité calme de Patricia, sa force sous le chagrin, son amour indéfectible pour Zara. Les derniers mots de l'interview résonnaient comme de la poésie. « J'ai été rejetée parce que j'ai donné la vie à une fille, mais dans ses yeux, j'ai trouvé ma propre valeur, et maintenant je me lève pour qu'elle n'ait jamais à tomber. » Les réseaux sociaux explosèrent de messages de femmes partageant leurs propres histoires. Les influenceurs et les personnalités publiques commencèrent à dénoncer le rejet basé sur le genre, utilisant le nom de Patricia comme point de ralliement. Pendant ce temps, dans un coin de sa maison désormais silencieuse, Lisa regardait fixement l'écran, la vérité enfin inévitable. Elle n'a pas seulement survécu, marmonna-t-elle. Elle a changé le récit. Et pour la première fois, Lisa réalisa que la femme la plus dangereuse au monde est celle qui raconte son histoire, sans peur. Les répercussions contre la famille de Paul furent rapides et violentes. Les sponsors se retirèrent de leurs partenariats commerciaux, invoquant des préoccupations éthiques. Des articles firent surface, exposant non seulement l'incident avec Patricia, mais aussi des années d'abus discrets, de politiques toxiques et de corruption interne. Les employés commencèrent à démissionner en masse, avec des témoignages anonymes fuyant en ligne sur le style de direction froid de Lisa et la mauvaise gestion financière de Marc. En quelques jours, une enquête officielle fut lancée. Lisa raccrocha violemment son téléphone après un appel houleux avec son avocat. « Ils nous traitent comme des criminels », lança-t-elle. « Ils fouillent partout. » Marc haussa les épaules, inhabituellement silencieux. Paul était assis dans un coin, son téléphone intact pour une fois. « Peut-être qu'il voit enfin la vérité », murmura-t-il. Lisa se tourna vers lui. « Tu penses que c'est elle qui fait ça ?» Paul soutint son regard. « Non. C'est nous. » Ce qui blessa Lisa plus que les retombées publiques, ce fut le silence des gens qui suppliaient autrefois son approbation. Son cercle proche s'était évaporé du jour au lendemain, son téléphone étrangement silencieux, son nom désormais un avertissement chuchoté. Quelques jours plus tard, un mandat d'arrêt fut émis contre Marc, accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise sous de faux noms de fournisseurs. Alors qu'il était emmené menotté, Lisa resta figée sur le porche, incapable de l'arrêter ou de s'arrêter elle-même. Seule dans la maison, elle s'assit enfin et pleura, non pas de culpabilité, mais de la réalisation terrifiante que l'empire auquel elle s'était accrochée était construit sur le dos brisé des autres, et maintenant, il s'effondrait. La belle-fille qu'elle avait rejetée était devenue intouchable, adorée et puissante. Et Lisa ? Elle n'était plus qu'une autre histoire édifiante. Une reine déchue dans un royaume qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Une semaine après l'interview télévisée, Paul se tenait devant une foule dans la salle de bal d'un hôtel de luxe. Vêtu d'un smoking impeccable, un micro à la main, il se tenait sur une petite scène entourée de médias et d'anciennes relations d'affaires. Les flashs crépitaient, capturant chaque angle alors qu'il s'éclaircissait la gorge. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie en tournant le dos à ma femme et à mon enfant, » commença-t-il, « et aujourd'hui, je suis ici pour demander à Patricia de me donner une autre chance. » Des halètements parcoururent la salle tandis que des murmures éclataient dans la foule. Derrière lui, un écran affichait un diaporama de leur photo de mariage, le sourire innocent de Patricia, l'échange des alliances, un souvenir maintenant lourd d'ironie. Il continua, la voix rodée, « Je lui ai fait défaut, mais l'amour mérite une seconde chance. Patricia, si tu regardes, s'il te plaît, pardonne-moi. » L'émission était en direct. Patricia la regardait depuis le salon des DeWitt, assise entre Sandra et son père. Sa mâchoire était serrée, ses mains calmement jointes sur ses genoux. Quand la proposition se termina et que Paul se tint là,
attendant comme un homme s'attendant à des applaudissements, Patricia secoua lentement la tête. Il n'a toujours pas compris, dit-elle calmement. Il pense que c'est un conte de fées où je reviens parce qu'il le regrette, mais je suis déjà revenu à moi-même. Son père se tourna vers elle, l'air grave. Veux-tu répondre publiquement? Patricia réfléchit un instant, puis sourit. Non. Laisse mon silence être la réponse. Le même silence qu'il m'a offert quand je pleurais sous la pluie, suppliant d'être laissé entrer. Sandra se pencha. Ce silence est plus bruyant que n'importe quel rejet. Et alors que les caméras s'éteignaient et que Paul se tenait seul, les applaudissements ne vinrent jamais. Le monde avait déjà choisi qui soutenir, et ce n'était pas lui. Patricia se tenait pieds nus dans le jardin alors que la lumière du soleil matinal dansait sur les fleurs. Zara jouait sur une petite parcelle d'herbe à proximité, gloussant en essayant d'attraper des papillons. Cela faisait 3 semaines depuis la proposition publique de Paul, et son silence privé. La vie commençait enfin à lui appartenir. N'étant plus accablée par le poids de devoir faire ses preuves, Patricia passait ses journées immergée dans l'apprentissage de son histoire familiale, créant des liens avec les DeWitt, et construisant un nouveau rythme avec Zara. « Tu as grandi pour porter ton nom », dit Madame DeWitt un matin, en regardant Patricia lire un livre sur la succession d'entreprises familiales. « Adana, cela signifie la fille de son père, et ton père ne pourrait pas être plus fier. » Patricia leva les yeux avec un doux sourire. « Je crois que je commence enfin à y croire. » Elle avait également commencé une thérapie, déterminée à guérir complètement, pour elle-même, pour Zara, et pour les générations à venir. Avec les encouragements de Sandra, elle rejoignit un petit cercle de femmes axées sur la guérison émotionnelle du rejet familial. Sa voix, autrefois tremblante et incertaine, portait désormais du poids. « Je ne pleure plus devant les portes closes, dit-elle au groupe un soir, car celles qui me sont destinées n'ont jamais eu besoin qu'on y frappe. » Cette nuit-là, elle serra Zara contre elle et murmura, « Nous étions en train de réécrire tout ce qu'ils pensaient nous définir. » En cette saison de restauration, Patricia avait découvert quelque chose de plus grand que la vengeance, la liberté. La liberté d'exister, de prospérer, d'aimer à nouveau selon ses propres termes. Et alors que les étoiles remplissaient le ciel, elle réalisa qu'elle ne survivait plus. Elle vivait, enfin. La voix de Sandra avait une intonation taquine quand elle dit, « Il y a quelqu'un que je pense que tu devrais rencontrer. » Patricia leva un sourcil, amusée. « Un coup monté ?» demanda-t-elle. « Sans pression, » sourit Sandra, « juste un café. Il est gentil, posé, et il a aussi connu la perte. » Le nom de l'homme était Elia, un architecte calmé à la voix douce qui était revenu en ville après avoir perdu sa mère. Quand ils se rencontrèrent dans un café tranquille au bord de l'eau, Patricia était méfiante, mais pas fermée. Elia écoutait plus qu'il ne parlait, ses yeux stables, son sourire chaleureux. Ils parlèrent de tout, de livres, de leurs enfances, de deuil, de guérison. « J'ai entendu votre histoire, dit-il doucement, et j'ai pensé, si une femme comme vous choisit toujours la douceur après ce que vous avez affronté, alors c'est quelqu'un dont je veux apprendre. » Leur café se transforma en promenade, les promenades en rires, et les rires en quelque chose de plus doux, de plus stable, l'espoir. Patricia ne se précipita pas, elle portait encore des cicatrices, et Elia les respectait. « Je ne suis pas ici pour réparer ce que d'autres ont cassé, » lui dit-il un soir, juste pour être quelqu'un qui te rappelle que l'amour peut encore être bienveillant. Patricia l'étudia un long moment, puis sourit. « Je n'ai plus besoin d'être sauvée, mais j'accueille la paix. » Sandra, les observant de loin, se murmura, elle reçoit enfin l'amour qu'elle a donné au monde. Et pour la première fois depuis que son monde s'était écroulé, Patricia sentit les prémices de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, la confiance. Pas seulement en une autre personne, mais en sa propre capacité à aimer à nouveau, sans peur. La salle était intime, ornée de tentures crème et de lumière dorée. Ce n'était pas une affaire somptueuse, mais elle irradiait quelque chose de plus rare, la paix, l'amour et la restauration. La famille et quelques amis proches s'étaient réunis pour célébrer le baptême officiel de Zara. Patricia se tenait à l'avant, tenant sa fille avec une fierté tranquille, ses yeux balayant les visages souriants, ses parents, Sandra, Elia, et un cercle de femmes qui s'étaient autrefois rassemblées avec elle dans la douleur, l'entourant maintenant de joie. L'air était empli de musique, mais elle se tut lorsque Patricia s'avança pour parler. Elle prit une profonde inspiration, l'émotion lui nouant la gorge. « Aujourd'hui, je donne à ma fille le nom qu'elle a mérité, Zara Oluwafin Maleyo DeWitt. » Le silence se fit dans la salle, le nom résonnant comme de la poésie.
Zara signifie l'éclat, et Oluwafin Maleyo signifie et Dieu m'a donné la joie, car dans mon moment le plus sombre, quand j'ai été chassé, elle est devenue ma lumière. Elle marqua une pause, la voix tremblante mais claire. Ils ont dit qu'elle n'était pas assez parce que c'était une fille, mais elle est devenue la raison pour laquelle je me suis relevé. Elle n'est pas un fardeau, elle est un héritage. Sa mère essuya les larmes de ses yeux tandis que son père hochait la tête solennellement, serrant la main de Patricia en signe de soutien. Elia se tenait tranquillement à proximité, son regard fixé sur Zara comme si elle était un miracle. Sandra s'avança pour diriger les prières et les rites de nomination, prononçant des affirmations sur l'enfant avec révérence. Ensuite, la salle se remplit du son des rires, des tambours et de la danse. Patricia regarda tout cela de loin pendant un moment, le cœur plein. « Tu n'as aucune idée du nombre de chaînes que ta naissance a brisées, murmura-t-elle à Zara, lui effleurant la joue d'un baiser. Ils ne diront plus jamais que tu n'étais pas désiré. Pas tant que je serai là, pas en ton nom. Et alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées, il semblait que le passé s'était enfin incliné devant la promesse d'un nouvel héritage. Quelques mois plus tard, Patricia se tenait sur une estrade lors d'un sommet mondial pour l'autonomisation des femmes. Son discours était le dernier de la journée, et l'anticipation remplissait l'auditorium. Vêtue d'une robe émeraude fluide, avec Zara assise juste à côté de la scène à côté de son grand-père, Patricia s'approcha du podium avec grâce. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans la rue avec un nouveau-né, rejeté pour avoir donné naissance à une fille, commença-t-elle, la voix posée. Mais dans ce moment de rejet, j'ai découvert quelque chose que le monde avait tenté d'enterrer, ma valeur. Le public se pencha en avant, captivé par la puissance brute de sa vulnérabilité. J'ai été enfermé hors d'une maison, mais j'ai trouvé mon chemin vers un foyer. Non pas construit avec des briques, mais avec la vérité, avec la guérison, avec l'amour. Elle marqua une pause et balaya la foule du regard, ses yeux se posant brièvement sur des femmes qui hochaient la tête avec des larmes brillantes. Tant de femmes ont été réduites au silence, rejetées ou couvertes de honte simplement pour avoir existé en dehors des attentes. Mais écoutez-moi bien, pour chaque femme qui a été mise de côté, je me suis relevé. Et vous aussi, vous vous relèverez. Des applaudissements nourris éclatèrent. Elle continua, je ne me suis pas relevé parce que quelqu'un m'a sauvé. Je me suis relevé parce que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être choisie pour être entière. J'étais déjà assez. Alors qu'elle s'éloignait du podium, Zara se précipita vers elle, les bras grands ouverts. Patricia la souleva sans effort, la serrant contre elle. Les appareils photo cliquèrent, capturant l'image qui ferait bientôt le tour du monde, une mère et sa fille, entières, rayonnantes et inébranlables. Et c'est ainsi que l'histoire de Patricia, née de la douleur, du rejet et du silence, devint une voix pour des millions. Non par vengeance, mais par le pouvoir tranquille d'une femme qui connaissait enfin sa valeur. Voici le verset biblique de l'histoire. Isaïe 62, verset 4, on ne te nommera plus délaissé, et ta terre ne sera plus appelée désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et Ephziba, et ta terre mariée au Bela, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Explication, ce verset reflète la transformation de Patricia, autrefois abandonnée et humiliée, maintenant honorée et embrassée. Ephziba signifie mon plaisir est en elle, et c'est ce que sa vie est devenue. Une histoire de justification divine et de dignité retrouvée. Morale de l'histoire, la valeur d'une femme n'est pas définie par les attentes des autres, mais par la force qu'elle porte, l'amour qu'elle donne et la vérité qu'elle vit. Le rejet peut retarder votre ascension, mais il ne peut jamais effacer votre destinée. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.